Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui arrivent maintenant, tous ceux qui ont assisté au débat précédent pour cette table ronde sur le sujet suivant, quel rôle pour l'État dans l'économie? Sujet évidemment très vaste. Je suis Dominique Seux des Échos, comme c'est indiqué au-dessus, et nous avons un certain nombre d'intervenants que va nous présenter l'étudiant qui nous accompagne. C'est absolument formidable parce qu'il va à la fois introduire le sujet et présenter les intervenants de cette table ronde. C'est Victor Tailleur. Victor Tailleur, présentez-nous le sujet. Exactement, merci beaucoup pour cette jolie introduction. Donc, l'histoire économique des interventions publiques est riche. Des relations ont toujours existé entre l'État et l'économie, avec des intensités variables, mais surtout qui diffèrent dans leur nature. Certaines traduisent un abstentionnisme de l'État, tandis que d'autres vont traduire un interventionnisme. C'est là la grande scission entre les différentes approches. Ce sont des questions très politiques. Cela transparaît dans les positions parfois radicalement opposées des candidats à l'élection présidentielle qui se tiendra dans un peu plus de 30 jours. Et les attentes de l'opinion publique sont toujours plus fortes vis-à-vis des pouvoirs publics, et c'est pourquoi ce débat est tout à fait pertinent. Afin d'évoquer le sujet, nous rassemblons autour de cette table ronde Madame Rabault, diplômée ingénieure de l'École nationale des ponts et chaussées. Elle est rapporteure générale du budget à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Nous avons également autour de la table Monsieur David Azema, qui passe par Sciences Po, énarque de la promotion Fernand Braudel. Il a passé 15 ans au sein du groupe SNCF et été directeur pendant 2 ans, de 2012 à 2014, de l'Agence des participations de l'État. Il est actuellement vice-président de l'Institut Montaigne depuis début 2017, où il a publié L'État, un possible actionnaire. Monsieur Jean-Marc Daniel, vous êtes directeur de la revue Sociétale, vous passez par Polytechnique et l'ENSAE, puis remplissez des fonctions administratives, d'administrateur de l'INSEE, en passant par de nombreux cabinets ministériels, notamment le ministère des Affaires étrangères. Comme je l'ai dit, vous êtes directeur de la revue Sociétale et un spécialiste des politiques économiques que vous enseignez notamment à l'ESCP. Monsieur Le Breton, vous êtes membre du Parti socialiste. Votre parcours politique commence dans les Côtes-d'Armor en 1977, où vous êtes élu maire à Pléné-Jugon. Vous êtes également président du Conseil général des Côtes-d'Armor de 1997 à 2015, président de l'Assemblée des départements de France de 2004 à 2015 et président des élus socialistes européens de 2008 à 2015. Vous publiez d'ailleurs un rapport sur l'aménagement du territoire en 2016, l'aménagement du territoire français dans le contexte européen. Monsieur Xavier Timbaud, vous êtes directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour. Vous êtes polytechnicien et passé également par l'ENSAE. Vous obtenez un DEA de macroéconomie à la Sorbonne et vous saurez aujourd'hui nous éclairer sur de nombreux sujets. Je pense que le tour est fait. Je laisse la parole à monsieur Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction Les Échos. Très bon débat à tous. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Préco17. Parfait, merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, nous allons avoir un débat qui va être une sorte de répétition générale du débat de ce soir, avec sur le rôle de l'État. Je ne manque pas. Je pense que les sujets, la place de l'État, l'économie seront évidemment des matières centrales dans le débat télévisé ce soir. Alors nous avons un intervenant qui manque, c'est Dominique Régnier. Je lui avais demandé de répondre à la question suivante. Les hommes politiques connaissent-ils quelque chose à l'économie ? Sont-ils en capacité de prendre des bonnes décisions? Alors, au lieu, donc peut-être que le sujet l'a un peu effrayé, et donc en fait, je vais demander, avant même de passer la parole pour leur topo introductif à chacun des intervenants, en quelques phrases, de répondre eux-mêmes à la question aux autres intervenants. Jean-Marc Daniel, est-ce que, alors je ne sais pas s'il y a plusieurs micros, Oui, j'ai un micro, ça y est. Est-ce que les hommes et les femmes politiques connaissent quelque chose à l'économie? Mais je demanderai à une responsable politique si les économistes connaissent quelque chose à la politique. Voilà. Alors, la question est une question à la fois importante et après tout, est-ce que c'est véritablement aussi important que ça? Je prendrai 2 exemples. D'abord, je signale et je rappelle que économie à l'origine, c'est économie politique et ça voulait dire économie, c'est la gestion et politique de l'État. Donc la réflexion d'origine, c'était au départ une réflexion sur les finances publiques et le premier à avoir traité d'économie politique était Antoine de Montchrétien, donnait des conseils au roi Louis XIII et il lui recommandait de mener une politique mercantiliste pour augmenter la quantité d'or et de monnaie en circulation.
Et comme il n'avait pas réussi à persuader l'administration royale, il s'était fait faux monnayeur. Et ça a mal fini puisqu'on l'a pendu comme faux monnayeur. Et donc, je pense qu'il y a une incompréhension de base au départ entre les économistes et les hommes politiques, même quand les économistes veulent aider les hommes politiques. Alors, après, sur les hommes politiques, je pense que l'homme politique qui a eu la réflexion la plus sage, vous vous souvenez, c'était Mitterrand, on raconte, c'est ce que raconte Jacques Attali dans Verbatim. Donc, je donne ma source parce que, comme il y a plusieurs versions de Verbatim, même si c'est supposé être une seule et même histoire, il raconte qu'à un moment donné, Mitterrand réunit un certain nombre d'économistes pour savoir ce qu'il faut faire avant 83. Et à la fin, bon, il y a plus des débats et tout ça. Et Attali demande à Mitterrand, mais vous en avez retenu quoi de tout ça? Il dit, écoutez, essence, tabac, alcool. Alors, bon, écoutez, de tous ces débats, ça se termine toujours de la même façon. On a un déficit budgétaire, l'État est toujours au bord de la faillite et la seule façon de sauver la situation, c'est d'augmenter le prix de l'essence, le prix du tabac et le prix de l'alcool. Il dit, depuis que je fais de la politique, ça se termine toujours comme ça. Alors, est-ce que effectivement, entre les conseils qui ne sont pas suivis et le fait que les gens sont persuadés que essence, tabac, alcool, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver jusqu'à présent? Pour conclure, je pense que l'équilibre n'est pas parfaitement trouvé. Parce que le même Mitterrand avait quand même dit, contre le chômage, on a tout essayé, ce qui prouve que les économistes n'ont pas réussi, comme Antoine de Montchrétien, à persuader de leur utilité les dirigeants politiques. Il y a un ancien ministre de l'économie qui est passé ici, Alain Madelin, qui avait une autre formule, lui, disant, quand vous ne comprenez pas une décision de politique économique, entre le machiavélisme que vous subodorez et la bêtise, choisissez quand même toujours la bêtise. Alors, Xavier. Enfin, c'est effectivement un débat vieux comme le monde, et je pense que il y a chez les hommes politiques une méfiance de l'économie, parce que finalement les économistes sont toujours là avec des contraintes et des mauvaises nouvelles, et que en quelque sorte ils sont un petit peu pour dire aux hommes politiques c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, et les transformer en simples exécuteurs. Mais je pense que quand même la question elle est aussi de savoir, est-ce que les économistes comprennent la politique? Parce que souvent, ils se cachent derrière les politiques pour conduire des politiques dont, au bout du compte, ils n'ont pas forcément conscience à la fois des conséquences et de la façon de les assumer. Il y a un exemple extraordinaire qui est que après la fin du système de Bretton Woods, dans les années 70, je sais que Jean-Marc aime beaucoup cette période de l'histoire, il y a eu tout un tas de bouleversements dans le monde et une grande vague de mondialisation et d'ouverture des économies, dont on connaît encore aujourd'hui les conséquences, même si un certain nombre d'hommes politiques, par exemple Donald Trump, expriment son mécontentement par rapport à cet état du monde. Mais les économistes ont beaucoup vendu la mondialisation au nom d'un argument finalement assez simple et peut-être assez robuste, qui est que le monde serait plus efficace s'il était plus ouvert, avec plus de concurrence, plus de diversité, un marché plus grand, plus fluide, donc un argument assez central qui était basé sur la théorie des avantages comparatifs et qui, pour les économistes, était quelque chose de vraiment solide, au point que ça a été un des éléments qui ont sous-tendu tout un tas de politiques économiques qui ont été menées dans les pays développés pour aller vers plus d'ouverture. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est face à une montée des populismes qui vise justement à dire oui, mais en fait, cette mondialisation, de cette façon-là, on n'en voulait pas. Parce qu'elle a eu des conséquences, peut-être que le monde est plus efficace, on ne sait pas, mais elle a eu des conséquences en termes d'inégalité. Et peut-être que les économistes n'ont pas bien compris ce débat-là. Alors, dans le dialogue de sourds entre la politique et l'économie, on pourrait peut-être souhaiter parfois qu'il y ait un peu plus d'écoute réciproque. Je pense que les hommes politiques écoutent beaucoup les économistes. Peut-être pas les bons, mais ils écoutent beaucoup les économistes. Parfois, ils écoutent un peu les économistes qui les arrangent. C'est vrai aussi. Parce qu'on trouve parmi les économistes... Il y a toujours un économiste quelque part qui appuiera ce qu'il souhaite. En gros, voilà, il y a à peu près un avis par économiste. Et comme disait Churchill, si l'un d'entre eux est Keynes, il peut y en avoir même 3. Et donc, les hommes politiques choisissent un peu leurs économistes, mais les économistes n'ont pas toujours bien, à mon avis, compris l'économie politique, en fait, à laquelle Jean-Marc faisait référence, qui est absolument essentielle et qui est que l'économie n'est pas qu'une question d'efficacité et d'efficience, il y a d'autres choses derrière. David Azema.
Je trouve que la question est un peu réductrice, et le débat aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les économistes et les politiques. Je pense que c'est pas très grave qu'un politique ne connaisse pas l'économie. Un ministre de l'Agriculture parfois ne connaît pas grand-chose à l'agriculture quand il démarre. Il va être entouré d'un certain nombre de collaborateurs, de bureaucrates au sens sociologique du terme, et d'experts extérieurs, et sans parler des lobbies. Tout ce monde va venir vers lui, il va devoir prendre des décisions politiques. Et ce qui est attendu du politique, c'est finalement qu'il comprenne la politique, les aspirations des citoyens qui l'ont porté au pouvoir. Et ça, c'est une science qui est, à mon sens, plus importante pour le politique que la connaissance technique de la macroéconomie ou de l'entreprise. Donc, moi, le fantasme de ministre ou de politique technocrate ne me paraît pas une bonne réponse aux problèmes que l'on peut observer. La question, c'est plus, effectivement, le fonctionnement de ce qui l'entoure. Et quand on dit politique, de qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un président de la République, d'un Premier ministre, d'un parlementaire, d'un élu local? Enfin, c'est beaucoup de monde et qui a des leviers assez différents de la vie économique. Donc je crois que le terme de la question la question n'est pas forcément bien posée. En revanche, il y a une chose moi, qui m'a un peu frappé, parce que ça ne touche pas que les politiques, ça touche aussi la couche de ceux qui les conseillent, c'est qu'il y a une très faible connaissance de l'entreprise. Je ne dis pas que parce qu'on connaît l'entreprise, il faut retenir systématiquement les positions de la FEP ou du MEDEF. Je dis simplement qu'il y a des mécanismes qui sont d'ailleurs vrais, y compris dans des très petites structures, qui sont assez largement ignorés, moins d'ailleurs parfois des politiques de terrain que de la couche qui entoure les politiques gouvernementaux. Un exemple, et ça me paraît plus gênant. Un exemple concret J'ai plein d'exemples concrets, c'est-à-dire que ça n'est pas un univers dans lequel on a l'habitude d'exister. Donc si je reprends le sujet dont j'en parlerai peut-être tout à l'heure, je crois que la terminologie même et le fonctionnement de la gouvernance d'une entreprise, c'est-à-dire les lois qui ont été votées en matière d'entreprise par des politiques, par définition, par exemple le droit des sociétés, est au fond très très mal connu de la sphère publique. Et ça, je pense que c'est un handicap au moins technique. Je ne parle pas des grands choix politiques, des grandes orientations macroéconomiques, je parle là de l'action quotidienne de l'État et de l'administration. Claudie Le Breton, un mot? Oui, alors moi je suis un homme politique. Mm-hmm. À cette table ronde, il y a une femme politique à côté de moi qui a exercé des responsabilités, en ce qui me concerne, beaucoup dans la vie locale, puisque j'étais maire, président d'une intercommunalité, président d'un département et conseiller régional de Bretagne. Ma formation ne me portait pas vers l'économie, puisque j'ai eu une formation de kinésie et de docteur en ostéopathie, donc profession libérale que j'ai exercée pendant une vingtaine d'années, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui connaît l'économie. Pour autant, exerçant cette fonction, on est obligé de s'y intéresser. Mais où est-ce que j'ai appris beaucoup de choses sur l'économie et plus sûrement sur le monde de l'entreprise? C'est que durant mes mandats, j'ai visité 800 entreprises de mon département. Il y avait une visite ou deux chaque semaine où je visitais une entreprise. Et visiter une entreprise, c'était pas au pas de charge. J'y passais sur toute la matinée. On terminait avec un repas avec le chef d'entreprise et son encadrement, et on parlait de tous les sujets qui nous intéressaient l'un et l'autre. Lui, je le ramenais sur les infrastructures, sur les problèmes auxquels il était confronté, des problèmes de logement pour ses salariés et autres. On parlait de fiscalité, puisque j'ai connu l'époque où c'était un sujet sur lequel on intervenait souvent les uns les autres, c'était la taxe professionnelle, pour bien connaître les mécanismes et autres. Et j'ai envie de dire que c'est plus sûrement au contact des chefs d'entreprise que j'ai commencé à apprendre l'économie. Puis dernier point, j'appartiens à ces élus qui, très tôt, a travaillé avec des universitaires, constamment. Alors, pour un élu de département, beaucoup avec les universitaires des sciences humaines et sociales, mais aussi avec des économistes. Je peux dire que j'ai eu pas mal d'entretiens avec quelqu'un qui a hélas disparu, qui s'appelait Bernard Maris, qui était devenu un ami, mais avec d'autres aussi que j'ai pu rencontrer ici ou là. Et à la tête de l'ADF, souvent au congrès, on invitait un ou deux économistes qui venaient intervenir sur tel ou tel sujet. Et je crois que ça avait une façon de nous enrichir, parce que souvent, et j'en étais témoin et acteur, dans nos collectivités territoriales, villes, départements, régions, il y avait vraiment une espèce de cloison entre le monde de l'économie et le monde politique.
C'est-à-dire, on ne se parlait pas. Et je pense qu'on peut abattre ces cloisons. Par exemple, chaque année, il y avait 2 réunions avec le MEDEF départemental. On allait chez eux, une matinée de travail, déjeuner. Ils faisaient la même chose au conseil départemental. Et on se disait les choses sur l'économie de notre territoire. Et c'est comme ça qu'on a pu porter un certain nombre de projets. Mais j'y reviendrai pour ne pas être trop long dans quelques instants. Merci. Alors, Valérie Rabault, vous allez peut-être répondre à cette question, mais surtout répondre à la question qui vous a été proposée, donc en 5-6 minutes. Chacun aura 5-6 minutes, puis il y aura un débat après. L'action de l'État en matière économique, quel est son bilan au fond? Est-ce que l'État est efficace en matière économique? Et quels sont, en 2017, à un mois de la présidentielle, quels sont les besoins? Alors, je vais déjà répondre Voilà. à la question précédente, même si, comme on parlait d'hommes politiques, je ne sais et pas si femmes je devais être politiques. concernée, mais on va supposer que oui. Je crois que... Donc, moi, j'ai travaillé 15 ans dans le privé avant d'être élue députée, où je m'occupais de risques de marché dans une grande banque. Et ce dont je me suis aperçue, et je pense que c'est le cas sans doute pour vous, c'est que si vous ne posez pas les questions, on vient pas spontanément vous dire là il y a un problème sur tel et tel sujet. C'est vrai que ce soit dans la sphère publique, dans la sphère privée, dans la sphère du secteur privé. Et donc c'est encore plus vrai ici dans cette maison à Bercy. Vous avez des fonctionnaires très compétents, mais si vous ne leur posez pas la bonne question, ils vont pas y répondre parce que vous l'avez pas posé, mais ils vont pas devancer votre question. Je parle un peu sous votre contrôle. Peut-être que vous reconnaîtrez, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour moi... Donc, est-ce que, oui ou non, quand on veut être, par exemple ici, ministre de l'économie et des finances, il faut connaître l'économie? Je pense que oui. Je pense que oui. Et je pense que à Bercy, surtout pour ce ministère, si vous ne le prenez pas en main, c'est lui qui vous prend en main. Et je vais même aller, je vais faire pas de la, parce que vous savez que je ne fais pas de la langue de bois. Je pense que le seul ministre qui a pris en main ce ministère, c'est Dominique Strauss-Kahn. Voilà, vous en conclurez ce que vous voulez. Mais et du coup, ça permet de, comment dire, ça, je crois que c'est indispensable. Voilà. Sur ce ministère-là en particulier, je dis pas que ce soit le cas pour tous les autres ministères, mais je pense que pour celui-ci, tout simplement parce que les sujets couvrent une variété une palette extrêmement large, extrêmement complexe, qui va de la régulation des banques à la manière dont on peut négocier avec Bruxelles sur le pacte de stabilité ou le traité qui est mis en place, jusqu'à inventer un concept de déficit structurel qui repose quand même sur des dérivés, etc. Enfin, c'est pas devant vous que je vais le dire. Donc, si on se définit des outils politiques, il faut les maîtriser. Et le problème, en tout cas vis-à-vis des traités qui existent sur les traités européens, c'est que dans de très nombreux cas, on ne maîtrise pas les outils qu'on a inventés. Et donc du coup, on n'est plus maître démocratiquement des décisions qu'on veut prendre. Et ça, c'est très grave. Et on le voit aujourd'hui, il y a une forme de défiance qui existe vis-à-vis d'un certain nombre de traités qui est liée à ça, qui est liée au fait qu'on définit des choses. Alors, je ne vais pas vous lancer la discussion sur le déficit structurel. Moi, je trouve que c'est une discussion passionnante, mais qui, de fait, est complètement escamotée parce que le sujet est tellement complexe qu'avant d'en extraire l'essence, c'est sûr qu'il y a il y a une marche qui est assez haute à franchir. Alors, pour répondre à la deuxième question. Donc, une question beaucoup plus simple. L'État est-il efficace? L'État est-il efficace? Pour répondre à cette question, le seul moyen d'y répondre, c'est d'abord de définir les objectifs qu'on lui a signés. Parce que moi, je ne sais pas mesurer une efficacité par rapport à rien. Il faut quand même qu'on se dise ce qu'on veut que l'État fasse. Et si on n'a pas défini ça au préalable, on peut disserter des heures carrées entières, on n'aura sans doute pas de conclusion. Donc, moi, je vois déjà 2 piliers. Le premier, qui est de la responsabilité première de l'État, c'est de gérer le budget de l'État, c'est-à-dire des Français, des administrations. Gérer un budget, c'est faire en sorte que les recettes couvrent les dépenses. Jusque-là, je pense qu'on peut être d'accord. Et la question qui se pose, c'est est-ce que pour couvrir les recettes, les dépenses, il faut augmenter les recettes, ou est-ce que, à recettes données, il faut baisser les dépenses? Là-dessus, déjà, on peut déjà ne pas être d'accord là-dessus. Déjà, on peut ne pas être d'accord.
on peut se dire, bah oui, un État, on veut de la protection sociale, on veut des services publics, on veut une école qui fonctionne bien, on veut que tout le monde puisse avoir un remboursement de ses frais de santé. Ça nous paraît être évident. On voit aux États-Unis que ça ne l'est pas, puisque certains disent, ben non, après tout, chacun peut payer son assurance santé. Ceux qui ont les moyens de le faire le font, puis les autres, bah voilà. Mais nous, c'est pas notre philosophie. Il y a eu d'autres choix qui ont été faits, et donc je pense que c'est ça le point de départ, de se dire, est-ce que on veut être capable on définit au départ un certain nombre de dépenses qu'on veut couvrir et ensuite on va chercher les recettes, ou est-ce que on se dit au contraire, ben non, on veut quand même pas avoir un niveau d'imposition trop élevé, on définit les recettes puis on voit ce qu'on peut faire avec. Alors là-dessus, sur ce point-là, sur le bilan de la mandature 2012-2017, sur le volet dépenses, c'est la première fois, je sais que bon, ça fait pas rêver les électeurs, je l'entends parfaitement, hein, mais c'est quand même la première fois que, alors là je vais dire un vilain mot, que la dérivée des dépenses publiques, l'augmentation des dépenses publiques a été freinée. Ça peut vous paraître un peu abscon et vous voyez complètement... comme la salle est emballée. Oui, là hein. je les vois totalement emballés, donc je vais essayer d'être beaucoup plus concrète. Entre 2002 et 2012, chaque année, c'est pas une année puis peut-être une autre, c'est chaque année, les dépenses publiques ont augmenté de 35 milliards d'euros. Alors je suis d'accord que l'euro de 2002, c'est pas forcément l'euro de 2007, tout ça j'entends bien, sinon je vois Xavier là qui va hurler, il aura raison. Mais chaque année, 35 milliards d'euros, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, dans un monde où on a une croissance, c'est-à-dire que dans le fond les ressources augmentent, ça pose, j'allais dire, presque pas de problème. Dans un monde où on caracole à 1%, 1,2% de croissance, là, ça pose un problème. Là, ça pose un problème et on voit bien qu'on a des débats sans fin. Donc, sur ce point-là, la mandature 2012-2017 a divisé par deux ce rythme des dépenses publiques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elles augmentent chaque année de 35 milliards d'euros, elles n'ont augmenté que, alors je mets des gros guillemets autour du que de 16-17 milliards d'euros. C'est un effort sans précédent. C'est-à-dire qu'il a fallu dire, bah, écoutez, on ne peut pas continuer éternellement à avoir des dépenses publiques qui chaque année augmentent de 35 milliards d'euros. C'est pas possible. Donc, effectivement, on a largement freiné cette hausse des dépenses publiques. Alors cette hausse, elle s'explique par plein de choses. Elle s'explique par le fait que la population vieillit, que par conséquent vous avez plus de gens à la retraite, qu'il faut payer les retraites, que vous avez besoin de plus d'un système de santé, vous allez plus souvent chez le médecin quand vous avez un peu vieilli que quand vous êtes jeune comme les premiers rangs qui sont, et même derrière d'ailleurs. Donc tout ça, ça s'explique. Mais ça a forcément des conséquences. Donc c'est la première fois, et vraiment j'insiste là-dessus, depuis au moins 20-25 ans, que le rythme des dépenses publiques est freiné. Et ça s'est pas fait de manière, ça s'est fait aussi un peu dans la douleur. Donc grâce à la baisse des taux d'intérêt aussi quand même. Les taux d'intérêt ont aidé, mais pas que. Le deuxième volet, c'est sur la fiscalité. Alors on peut toujours se dire, quand on veut couvrir des dépenses, est-ce qu'on augmente les taux ou est-ce qu'on crée plus d'activité économique qui fait qu'on a plus de rentrées fiscales? Donc comment on joue sur tous ces leviers qui évidemment s'imbriquent entre eux. Le bilan 2012-2017 sur la fiscalité fait que ça a été stabilisé à un niveau qui est élevé, de prélèvements obligatoires, qui reste élevé, mais avec un basculement entre les ménages et les entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez sur la fiscalité, l'ensemble des prélèvements obligatoires, c'est un peu plus de 44% du PIB. Vous en avez 25% qui sont payés par les ménages et 19% par les entreprises. Et c'était moins en 2012 payé par les ménages et un peu plus par les entreprises. Donc ce basculement-là, il a très clairement... Alors après... Il peut y avoir des débats de savoir si oui ou non on est d'accord. La conséquence de ceci, c'est que les entreprises ont reconstitué des marges. Pour certaines, se sont remis à investir pas suffisamment. Mais en tout cas, on voit que ce mécanisme-là, ce basculement-là, il est très clair aujourd'hui dans le bilan qu'on peut faire en 2017 de cette politique économique. Donc pour répondre en un mot à votre question, quel est le bilan dans le fond de cette politique économique ? La gestion des finances publiques a été plus que stabilisé avec des efforts qui n'ont jamais été entrepris par le passé. On
peut disserter longuement, mais enfin, en tout cas, ça, c'est mesuré par, y compris l'Union européenne, c'est très factuel. Est-ce que ça a, oui ou non, permis à notre pays de créer de la richesse? Est-ce que ça... Et donc la deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'un État, est-ce qu'un gouvernement doit, est-ce que ça fait partie de ses objectifs, définir des instruments qui favorisent le business, qui favorisent l'activité économique? Est-ce qu'on considère que ça fait partie de ses missions? Donc on pourra y répondre parce que ça a forcément un impact sur l'équilibre budgétaire. Et est-ce que cette mission-là, on doit la pousser un peu plus loin en disant que l'État doit investir directement? Sur ces deux points-là, et je finirai par ces deux points-là, sur l'investissement, moi je considère que le compte n'y est pas. Je vois que je considère que le compte n'y est pas. Sur le premier, l'autre levier qui est de dire est-ce que les conditions via des politiques fiscales, via aussi un certain nombre de règles, ont pu être fixées pour encourager les entreprises, je considère que une partie de la cible commence vraiment à être atteinte sur ce point-là. Voilà pour la réponse à la question. Je ne sais pas si on reviendra vous êtes satisfait de cette réponse. Mais en tout cas, voilà. Sur l'équilibre budgétaire, c'est un bon bilan. Sur les deux autres volets, investissement, c'est peu mieux faire. Et sur la partie, est-ce que les conditions sont créées pour que les entreprises aient envie de prendre des risques et d'investir et de créer de l'activité économique? Clairement, le balancier est parti, en tout cas de manière positive. Alors, on essaiera de préciser tout à l'heure où est-ce que ça nous mène dans les programmes de 2017, où est-ce qu'on peut repérer ces petits sur tel ou tel point. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Daniel. On va passer la parole à la partie libérale de la table ronde, si je puis dire. Au fond, que souhaitent les libéraux aujourd'hui? Est-ce que c'est plus d'État du tout? Est-ce que c'est un État qui ne fait pas l'Obamacare, qui renonce à ça? Est-ce que c'est un État qui baisse de 500 000 le nombre de fonctionnaires, voire plus? Est-ce que c'est un État qui ramène les PO, les prélèvements obligatoires, à 10 points de moins? Quel est l'objectif des libéraux aujourd'hui? Je crois qu'il y a l'analyse économique derrière. L'analyse économique de l'État, pour moi, elle repose sur deux approches. Il y a la première approche qu'on connaît tous, qu'on a appris dans nos études d'économie, l'approche de Richard Musgrave, qui dit quelles sont les fonctions de l'État, donc allocation, redistribution, stabilisation de la conjoncture. Donc je crois que ça, ces missions subsistent, avec cette idée que dans l'allocation, c'est-à-dire dans la lutte contre les inégalités, dans la façon dont on organise le contrat social, il ne faut pas se tromper sur l'outil, c'est-à-dire que l'outil fiscal qui consiste à augmenter les impôts sur les riches et qui a une dimension confiscatoire est moins efficace que l'outil dépense sociale qui va aller vers les pauvres. C'est-à-dire que j'ai toujours, parmi mes citations, la citation de Kennedy qui disait « Les communistes rêvent d'abaisser les riches, moi je rêve de relever les pauvres ». Et donc, il y a des objectifs traditionnels avec des outils qu'il faut mettre en face. Et puis, il y a une deuxième approche qui est de se poser la question en permanence, chaque fois que l'État assume une mission, est-ce qu'il est le mieux à même d'assumer cette mission? C'est-à-dire, est-ce que la mission qu'on va se donner, le service que l'on va définir comme étant un service public, est-ce qu'il ne pourrait pas être assumé par quelqu'un d'autre? Et je pense que c'est une nouvelle approche qui consiste à définir l'État non plus en tant que maître d'œuvre, mais en tant que maître d'ouvrage. C'est-à-dire, est-ce que l'État est en capacité systématiquement de chercher des opérateurs qui seront soumis à ces règles d'efficacité? Valérie Rabault l'a dit. C'est quoi l'efficacité par rapport à des objectifs? Le problème de l'État, c'est que quand il se donne des objectifs et qu'il veut mesurer sa propre efficacité, il ne sait pas très bien le faire. Il y a la démocratie, on demande aux représentants des contribuables de vérifier comment l'argent a été utilisé. Et puis, il y a la LOLF, dans laquelle vous avez des indicateurs. Donc, on va vérifier quelle est la conformité de la réalisation à l'indicateur qui a été mis dans la LOLF. Mais je pense qu'en économie, le plus sûr moyen de vérifier votre efficacité, c'est de vous mettre en concurrence avec quelqu'un d'autre qui va dire, écoutez, la même chose, moi, je la fais pour moins cher. Et donc, je pense que, pour en revenir, pour moi, un État efficace, c'est un État qui remplit les conditions de Musgrave, et en particulier dans l'effet de stabilisation, qui ne s'endette pas de façon permanente pendant 40 ans. C'est-à-dire, c'est un État parce que
Certes, il n'y a pas que les taux d'intérêt qui ont contribué à baisser la dépense publique, mais d'après le dernier rapport de la Cour des comptes, c'est quand même 40% de l'effort structurel qui a été obtenu par la baisse des taux d'intérêt. C'est-à-dire la baisse du déficit budgétaire depuis 2012, c'est essentiellement la baisse des taux d'intérêt. Et donc, je pense que c'est un État qui satisfait aux conditions de Musgrave, mais c'est surtout un État qui, maintenant, utilise les nouvelles technologies pour utiliser systématiquement la mise en concurrence d'opérateurs privés susceptibles de remplir les missions qui sont les missions qu'attend la population. Alors, 2 exemples simples. Je pense, on a parlé de la santé. On caricature ce qui se passe aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays, les caisses de santé sont en concurrence. En Suisse, à 2 pas d'ici, la santé est en situation de concurrence. Et il y a un certain nombre de pays qui mettent la santé en concurrence parce que les monopoles, qui sont des monopoles publics, génèrent des surcoûts et génèrent des inefficacités administratives. 2e exemple, on met souvent en avant la Suède. Et la Suède, c'est le modèle absolu, tout le monde en parle. Et une fois qu'on a dit du bien de la Suède, on dit oui, mais c'est 10 millions d'habitants, nous c'est 65 millions, donc on ne peut pas faire la même chose. Mais la Suède en est arrivée à mettre en concurrence sa politique de défense. C'est-à-dire qu'ils ont lancé un appel d'offres auprès d'un certain nombre d'opérateurs en se demandant quelle était la politique de défense la plus efficace par rapport aux objectifs de la diplomatie suédoise. Alors ça donne des allers-retours, puisqu'à un moment donné, ils se sont demandé s'ils n'allaient pas supprimer purement et simplement l'armée de terre, et maintenant ils veulent rétablir le service militaire, toujours sur la base de gens qui, extérieurs, vont rédiger des cahiers des charges et vont dire « allez plutôt chercher un opérateur privé en situation de concurrence qui pourra répondre à vos attentes ». Et donc, pour faire simple à ce stade du débat, je pense qu'un État efficace, c'est un État qui satisfait aux conditions de Musgrave et un État qui a compris qu'il est là pour être maître d'ouvrage, c'est-à-dire définir des missions, et non pas maître d'œuvre, c'est-à-dire réaliser avec des armadas de fonctionnaires de façon plus ou moins efficace les objectifs attendus par la population. En quelques phrases, Jean-Marc, pour la France aujourd'hui, qu'est-ce qui est souhaitable? Alors, ce qui serait souhaitable, c'est de commencer à organiser la privatisation. D'abord, des gens qui sont autour de l'État, c'est-à-dire, je pense aux grandes entreprises publiques, c'est-à-dire de commencer à mettre en concurrence la SNCF, EDF, de privatiser ces gens-là, et de faire de la sécurité sociale France Santé Publique, qui serait l'opérateur historique, comme France Télécom a été l'opérateur historique des télécoms, et puis de commencer à le mettre en concurrence, et puis ensuite de créer France Université, et puis de faire de France Université Numérique, qui a déjà été créée, un opérateur de MOOC qui pourrait être mis en concurrence, et d'organiser la mise en concurrence systématique de la prestation universitaire, et puis de continuer comme ça au fur et à mesure, jusqu'à ne garder quand même que ce qui est éminemment régalien. Là, je pense que la Suède est allée trop loin, mais éminemment régulier, c'est quand même la défense, la justice et la police. Je rappelle là aussi que dans le statut de la fonction publique, il n'y a plus en Suède que les magistrats et les diplomates qui ont un statut protégé. Tous les autres agents sont des agents de droit privé et vous avez une capacité à changer de carrière entre le secteur public et le secteur privé. Donc pour résumer, il faut privatiser le secteur public, commencer à mettre en concurrence un certain nombre d'activités administratives au travers d'opérateurs qui sont, comme l'a été la DGT, la Direction Générale des Télécommunications. Moi, quand j'ai commencé, il y avait un ministère des PTT. Il y avait un ministre des PTT et il y a eu une grande révolution quand il est passé de ministre des PTT à ministre des P et T. On était passé des téléphones télégraphes aux télécommunications. Rupture extraordinaire, dont la traduction a été le Minitel. Bon, et puis après, le Minitel, on s'est aperçu que c'était une aberration intellectuelle. Donc, on est passé à France Télécom, qui gère autre chose que les télécoms, qui gèrent Orange, qui est devenu quelque chose, qui crée une banque, qui est une institution dynamique. Et le bilan est plutôt positif. Enfin, ma génération, pour elle, le 22 Agnières, c'était pas uniquement un gag de Fernand Reynaud, c'était une réalité quotidienne. Merci beaucoup. David Azéma. En fait, la transition est toute trouvée. L'État est-il un bon actionnaire? Alors, vous avez une double expérience. Donc, vous connaissez très bien les entreprises aussi. Quand on regarde, alors le Minitel était évoqué, France Télécom, mais on se pose la question, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a eu le Crédit Lyonnais, bon, il y a eu un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, l'État est-il un bon actionnaire? Et on voit qu'il y a des conflits en permanence. Le conflit entre, ici d'ailleurs, le ministre Emmanuel Macron et Carlos Ghosn, patron de Renault. Des conflits qui ont atteint une certaine violence parfois. Je pense que pour répondre à la question, il y a 2 écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est l'anecdote.
Ok. Et l'anecdote politique en particulier, d'ailleurs, qui est une partie du problème, c'est que l'actionnaire gouvernement a beaucoup de mal à éviter l'anecdote, ne serait-ce que parce qu'il est sous la pression de la réaction immédiate et des médias. Donc c'est difficile de gérer sereinement un portefeuille public lorsqu'on est un politique. Et puis il ne faudrait pas trouver non plus dans la caricature que j'ai trouvée un petit peu formulée par l'intervenant précédent, qui est tout peut être géré de manière privée et en concurrence parce que finalement ça marche. Je crois qu'il y a des domaines, il y en a un que je connais, je ne sais pas si malheureusement, ou que je connais bien en tout cas, et que je connais bien des deux côtés de la Manche. Et d'ailleurs, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que le système britannique de transport est mauvais. Il est au contraire excellent. Mais ce que je sais, c'est que le système britannique privatisé de transport ferroviaire a des coûts de transaction et implique une mainmise publique et de l'État sur le système pour le faire fonctionner en concurrence, qui est absolument gigantesque et que je ne crois pas que l'administration française soit capable de répliquer car elle n'a pas de culture transactionnelle. Et donc, le système britannique, je m'étends un peu là-dessus pour faire comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc Daniel sur le fait qu'on peut facilement privatiser et qu'on mette en concurrence les chemins de fer, ce qui serait la réponse à leur prétendue ou partielle inefficacité. On peut toujours améliorer les choses, je n'en doute pas en la matière. Les chemins de fer, c'est quelque chose comme l'éclairage public ou comme la défense nationale. Ça ne rapporte pas d'argent, ça en coûte structurellement. Vous pouvez prendre les chemins de fer de voyageurs dans le monde entier, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Russie, en Chine, ça coûte. Ça ne s'équilibre jamais. Donc il est difficile de rentrer une logique de marché dans quelque chose qui ne s'équilibre jamais et qui ne paye jamais ses investissements. Vous êtes obligé de commencer à faire rentrer une personne publique qui va subventionner une partie du système, sinon vous ne trouvez pas d'acteur privé. Et vous arrivez à un degré d'interaction entre le public et le privé, d'intervention quotidienne du politique qui ne va pas vouloir que le train cesse de s'arrêter à 23h12 dans la gare de je ne sais où, je ne donnerai pas de nom, et qui va intervenir politiquement pour que, et que l'actionnaire soit privé ou public, c'est la même chose. Vous allez avoir un rapport de force sociale qui va faire qu'une grève va très très vite être insupportable. C'est en train de se passer en Angleterre, dans le sud-est de l'Angleterre. Et que l'opérateur, qu'il soit public ou privé, va recevoir injonction du gouvernement d'arrêter ce bazar et de céder aux revendications sociales. Et donc vous êtes dans un secteur, il n'y en a pas beaucoup comme ça, mais celui-là me paraît emblématique, où en fait les recettes toutes simples ne fonctionnent pas. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que ma réponse à la question, je vais la réduire à un champ je vais exclure certaines agences publiques, et pour moi la SNCF est une agence publique, c'est pas vraiment une entreprise. Je dirais la même chose de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public a beau avoir un statut de société anonyme, c'est totalement artificiel puisqu'elle a des recettes privées extrêmement faibles et des recettes de redevances fortes qui sont une taxe. Si j'oublie ces agences et que je prends les entreprises, moi il y a deux choses qui me posent problème. Et j'ai utilisé les mots à dessein. Actionnaire, ça ne veut pas dire propriétaire. En tout cas, actionnaire dans une société cotée, ça implique des conséquences qu'à mon sens, l'État n'est pas capable d'assumer. Parce que ça suppose de jouer avec les mêmes règles du jeu que les autres actionnaires d'une société cotée qui sont régis par le droit des sociétés et le droit boursier. Or, il est inconcevable à mes yeux qu'un gouvernement, qu'une autorité politique s'astreigne à jouer avec les mêmes règles que le capitalisme privé. Ça a la place dans des positions de contradiction vis-à-vis notamment de ses électeurs, c'est-à-dire que les électeurs attendent tel type d'action de la part du gouvernement qui doit se retourner vers eux en disant « mais vous savez, je n'ai que 33% ou je n'ai que 22%, je ne contrôle pas le conseil d'administration. Et d'ailleurs, quand j'ai plus de 50%, je ne contrôle pas non plus le conseil d'administration. Et donc, il y a un droit des sociétés. Nous devons poursuivre l'intérêt social de la société. Si je demande à ce qu'on ne fasse pas telle ou telle opération, tel ou tel investissement, tel ou tel plan de restructuration, je vais contre l'intérêt social de la société. Donc, je suis désolé, messieurs mes électeurs, je ne ferai rien. Eh bien, ceci, je suis désolé, dans une démocratie, c'est le meilleur moyen d'alimenter le procès en impuissance publique. Et donc, se placer dans cette position de la part des autorités politiques me paraît extrêmement difficile, extrêmement dangereux. C'est pour ça que moi, je vois une seule réponse possible, et je mets de côté les interventions exceptionnelles de type PSA, de type les banques anglaises, de type l'automobile américaine, dans lesquelles, dans une situation de crise absolue,
l'État devient assureur en dernier recours et intervient pour sauver une entreprise. Je crois que tous les pays s'autorisent ce type d'action et ça me choque absolument pas. J'ai dit que dans la durée, l'État n'est pas structuré pour faire un actionnaire boursier. Deuxièmement, l'État, à mon sens, c'est plusieurs choses. Et quand je parle d'État, je parle de gouvernement. C'est-à-dire que si vous créez effectivement des entités, comme le font les Nordiques, on a parlé de Suède tout à l'heure, mais les Suédois ou les Finlandais vont mettre en place des institutions qui font que le politique ne peut pas s'ingérer dans les affaires des entreprises de son portefeuille. Les Finlandais sont allés jusqu'à nommer ministre de tutelle du portefeuille d'entreprises publiques un ministre qui n'a rien à voir ni avec les entreprises, ni avec l'économie, ni avec l'agriculture, ni avec la pêche, pour être sûr, je crois que c'est le ministre des anciens combattants ou quelque chose comme ça, pour être sûr qu'il n'a aucun conflit d'intérêt dans la petite tutelle qu'il exerce sur le portefeuille des entreprises publiques. Parce que sinon, vous placez cette autorité politique dans une tension et une contradiction permanente. Donc je pense que l'État n'est structurellement pas un bon actionnaire, mais c'est pas un jugement de valeur sur les hommes et les femmes qui s'occupent de ça, hein, ni même sur les politiques. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que si les politiques étaient plus intelligents, plus courageux, plus audacieux, les choses iraient mieux. Je pense que là, on a un problème structurel. La fonction politique, c'est pas une fonction de recherche du profit. Et la fonction de l'actionnaire, surtout quand il est à côté d'autres actionnaires, c'est une fonction de recherche du profit, d'augmentation de la valeur de son actif, qui n'est pas celle de l'État. Donc vouloir faire cela à l'État en direct, et en particulier au gouvernement, c'est se placer immanquablement à un moment dans des contradictions extrêmement difficiles à résoudre. Je pourrais rentrer dans les détails, mais je vous renvoie à la note de l'Institut Montaigne. Quand même une question. La Banque publique d'investissement, qui n'est pas si vieille que ça, doit avoir 1 millier de participations. Là, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est considérable aujourd'hui. Est-ce qu'elle rentre dans votre schéma l'État indirectement? La BPI, c'est l'État quand même, via la Caisse. Est-ce que la Caisse des dépôts, est-ce que c'est un mauvais actionnaire? On a l'impression qu'elle aide un certain nombre d'entreprises. Je pense que c'est un bon exemple, parce que vous ne rencontrez pas deux des problèmes que je viens d'évoquer rapidement. Un, ce sont des participations en général, à l'exception notable de celle que la BPI a dans Orange, mais qui est le fruit de l'histoire et le fait d'une allocation, d'une dotation en capital à la création du FSI. L'État a béné ses participations pour faire masse, mais la logique de BPI France, c'est de prendre des participations relativement faibles, à caractère parfois de noyau dur, mais rarement d'actionnaires stratégiques leaders. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile dans ces cas-là. Deuxièmement, vous constatez que BPI France, dans l'opinion, ce n'est pas le gouvernement. C'est-à-dire que la même action menée en direct par l'APE ou par BPI France ne sera pas lue de la même manière par l'opinion, par la presse. Pourquoi? Et d'ailleurs, l'opinion et la presse ne sont pas complètement idiots. Ils ont compris qu'il y avait un jeu un peu compliqué de gouvernance dans laquelle vous avez l'État et l'État, ça c'est une des magies de la France, c'est-à-dire que vous avez la Caisse des dépôts, qui a beau être vue du monde entier comme étant l'État français. En France, ça n'est pas tout à fait l'État français, puisqu'elle est placée sous la surveillance du Parlement, et vous avez l'État. Et donc ce jeu à deux, dans une gouvernance de BPI France, où il y a aussi quelques administrateurs indépendants, donne la distance aux dirigeants de BPI France pour qu'ils ne soient pas sous injonction politique à laquelle vous devez obéir sans amortisseur possible. Quand vous êtes placé à la tête de l'APE, vous êtes sous l'autorité directe d'un ministre. Si le ministre vous dit « faites », vous faites. Quand vous êtes le patron de BPI France, vous devez vous tourner vers votre conseil d'administration et lui demander si vous faites ou si vous ne faites pas. C'est assez différent. Il y a un autre point de précision, de réflexion économique. Qui gère le mieux le long terme? On dit souvent l'État gère mieux le long terme que les entreprises privées soumises à un actionnariat qui est plus intéressé à court terme. Alors on sait que c'est souvent faux en même temps, hein, parce que l'État il cherche des dividendes souvent. Ouais. Quelle est votre analyse? Puis Valérie Rabault dira peut-être un demi-mot, parce que je la sens piaffée. Est un visionnaire de long terme dans d'autres domaines, à l'évidence. Je donne deux exemples un peu paradoxaux. Le choix français sur la force de frappe nucléaire a des incidences industrielles, stratégiques, géostratégiques, d'extrêmement long terme. Il a été fait, il a été tenu. C'est un domaine dans lequel l'État est évidemment très long terme et une entreprise ne pourrait pas l'être. Autre domaine, finalement, l'État il a adhéré à tout le mécanisme des traités européens. C'est aussi une décision stratégique de très long terme, à très longue distance et à des portées très fortes sur les entreprises. Là, effectivement, il est dans le long terme. En revanche, quand il s'agit d'être actionnaire,
Je crains qu'il ne le soit que très très court terme. Et je ne pense pas forcément aux actionnaires, je pense à la réaction épidermique sur telle ou telle information qui est sortie la veille et où on va demander immédiatement, parce qu'on pense qu'une entreprise publique ou à participation publique, c'est un peu comme une compagnie de CRS, ça répond au doigt et à l'œil. Ça ne marche pas comme ça, mais la tentation est irrépressible. Et on ne donnera pas d'exemple parce que vous m'accusez de tomber dans l'anecdote. Exactement, oui, je ne m'autoriserai pas à citer des anecdotes. Je suis pas là pour. Claudie Le Breton, on change de sujet, d'une certaine manière. Les collectivités territoriales sont-elles, elles, de bons investisseurs? Bien, je vais essayer de répondre très précisément à cette question. Je m'adresse à un public averti, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont ici présents, donc je ne vais pas donner trop de chiffres, mais quelques-uns quand même pour éclairer les enjeux et l'action des collectivités territoriales. Quand on parle de collectivités territoriales, il y en a 4 pour faire simple. La commune, les nouvelles communautés d'agglomération, métropole et intercommunalité. Vous avez les départements et les régions. Voilà l'ensemble des collectivités territoriales. Ça pèse à peu près 250 milliards d'euros de budget, tant en fonctionnement qu'en investissement. Et les collectivités représentent à peu près aujourd'hui 70% de l'investissement public, quand on y met l'État et notamment ses opérateurs, mais y compris le secteur social, puisque je crois que collectivité État, c'est à peu près 50-50, et il reste 9% pour le secteur social en matière d'investissement. Ça veut dire que, quelque part, à la question « est-ce que les collectivités sont de bons investisseurs ?», je dis oui, ce sont inéluctablement des investisseurs. Puisque quand vous mobilisez 50 milliards d'euros, et en sachant que quand une collectivité met 1 euro, bien souvent, avec des fonds européens, avec d'autres participations financières, on peut multiplier par 2 jusqu'à par 3 en matière d'investissement. Donc on passe de 50 à 150 milliards. D'ailleurs, à ce titre, je ne vais pas raconter d'anecdote, mais simplement une histoire, une histoire dans laquelle j'ai été un témoin et acteur. Quand les collectivités territoriales ont été touchées par la crise financière, elles n'étaient pas les seules, bien entendu, en 2008, pour les départements qui ont une recette très dynamique, qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, et je le dis pour les jeunes, lorsque vous achetez un bien immobilier, le jour où vous le ferez, vous paierez une taxe qui s'appelle les droits de mutation, qui est autour de 5 à 6% sur le montant de votre acquisition, et 70% de ces recettes vont au département, ce qui représentait 10 milliards d'euros, et l'autre partie, pour 30%, aux collectivités locales, les communes également. Ce qui n'est pas un encouragement à la mobilité, oui, d'une certaine manière. Et deuxième élément, en une année, cette recette pour les départements, sur un budget total de 70 milliards, s'est effondrée de plus de 6 milliards d'euros. Vous imaginez, les départements qui investissaient à peu près 19 milliards d'euros, ça a été vraiment une saignée extrêmement importante, d'autant plus que les conseils généraux avaient la responsabilité des solidarités territoriales et des solidarités sociales à l'endroit des personnes handicapées, des personnes âgées, mais aussi des personnes en difficulté avec le RMI, puis désormais le revenu de solidarité active qui représente plusieurs milliards d'euros, chacun le sait. Et à cette époque-là, le gouvernement et les associations d'élus, nous avions négocié pour veiller à ce que on puisse s'appuyer sur l'outil que constitue l'investissement public. Et toute collectivité qui investit récupère la TVA 2 ans après. Et oui, mais à l'époque, c'était 2 ans. Et sur la TVA, Nicolas Sarkozy était président de la République et nous avions affaire ici même à Jean-François Copé, qui était le ministre du Budget. Et a été imaginé que pour cette année, 2009, voire 2010, les collectivités récupèrent la TVA en une année. C'est-à-dire qu'en 2009, on a eu 2 années de TVA qui représentaient à peu près 10 milliards d'euros, c'est-à-dire un demi-point de croissance de PIB. Et c'est extrêmement important. Et à ce moment-là, les collectivités ont développé un certain nombre d'investissements, que ce soit d'ailleurs la plus grande part dans le logement, dans l'habitat, dans les infrastructures, les écoles, mais aussi dans le monde économique. Et quelques années après, nous avions demandé ce qu'on appelle une évaluation, c'est-à-dire quelle avait été l'efficacité de cette mesure. Et je le dis ici,
notre pays n'a pas de culture de l'évaluation des politiques publiques. Ça vient progressivement, mais lorsqu'on met en place des politiques publiques, on ne pense pas à élaborer des critères d'évaluation. Et sous ce gouvernement, il faut reconnaître qu'il y a eu une avancée, et c'est Michel Rocard à l'époque qui avait pris un décret sur l'évaluation des politiques publiques. Mais un décret ne suffit pas pour que du jour au lendemain, il y ait la culture de l'évaluation des politiques publiques. Et on l'avait faite, et tenez-vous bien, ces investissements publics des collectivités ont représenté un demi-point de croissance dans un moment qui était extrêmement difficile. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais j'illustre par l'exemple ce débat qui existe chez les économistes, et avec les citoyens et le monde politique. Est-ce que l'investissement public peut, dans des moments difficiles, être un bon outil pour faire en sorte que la croissance soit au rendez-vous? Le deuxième élément, Dominique Seux, sur lequel je voulais répondre, sont de bons investissements. Et je pense qu'au-delà de la quantité, il y a aussi la qualité des investissements. Car quand vous êtes dans une collectivité locale, si vous construisez, et c'est le cas pour beaucoup de collectivités, des infrastructures routières, la question peut être posée, compte tenu du réseau, et souvent d'ailleurs on se moque de nous sur la multiplicité des ronds-points. Là aussi, on a fait faire un travail avec des universitaires pour savoir s'il y avait des économies en matière de diminution des accidents et de la mortalité par les accidents sur la voie publique. C'était extrêmement intéressant. Et en partie, ça a été une des raisons pour lesquelles la situation s'est améliorée, puisqu'on est passé à une époque de plus de 20 000 tués sur les routes, à peu près aujourd'hui 4-5 000. Donc c'était un effort extrêmement important concernant la sécurité routière. Et quand on décide un investissement, par exemple, dans une école ou un collège, je considère que ça fait partie des bons investissements. Un établissement scolaire pour un département ou une région qui construit les lycées, aujourd'hui un collège 500 élèves, à une époque ça coûtait à peu près 17 millions à 20 millions d'euros. Aujourd'hui, moi les derniers que j'ai signés, ils étaient à moins de 10 millions d'euros. Et on livrait des collèges 500 élèves totalement passifs à énergie positive. C'était quand même, on avait fait un gros travail sur le sujet. Et je le dis ici aussi, il faut le savoir, ça peut apparaître technique, mais je suis de ces élus qui pensent que pour construire un équipement public, vous avez la procédure obligatoire d'appel d'offres public. C'est-à-dire, vous devez faire une publicité, les entreprises répondent avec un cahier des charges et autres. Et à ce moment-là, on choisit, non plus, j'ai connu la période où il fallait prendre le moins 10 ans, on choisit maintenant le mieux 10 ans, puisque vous pouvez mettre dans votre appel d'offres des clauses sociales. Que fait l'entreprise pour l'insertion sociale et professionnelle dans l'entreprise et que peut-elle faire pour les collectivités? Il y a des clauses environnementales, il y a une multitude de clauses que l'on peut mettre, et le coût de l'établissement n'est plus que de 40%. Et c'est ainsi que nous avons développé en Bretagne toute une politique où, effectivement, ça peut apparaître protectionniste, mais quand vous mettiez dans un appel d'offres que le bois qui viendra pour la construction des charpentes doit venir d'un rayon de 50 km, ça veut dire que c'est la forêt bretonne qui a été utilisée plutôt que d'acheter des sapins du Nord qui venaient du nord de l'Europe. Donc on était, avec cette politique-là, dans une création de circuits courts et d'une forme de territorialisation des économies locales, et c'était extrêmement plein d'autres. Et puis, des choses qui sont connues, je ne vais pas trop m'y étendre, mais c'est extrêmement important. Des collectivités qui s'engagent, et aujourd'hui plus sûrement les intercommunalités de proximité, c'est ce qu'on a connu, les zones industrielles, les nurseries d'entreprises, les aides directes et indirectes aux entreprises, etc. Et ça, c'est pas neutre. Moi, j'avais la chance d'avoir une intercommunalité qui était au carrefour de 2 autoroutes. Nous avions une zone d'activité de 50 hectares, et en l'espace de 15 ans, on a réussi à accueillir des entreprises nouvelles qui se déplaçaient, et aujourd'hui, c'est une zone d'activité sur laquelle il y a 1000 emplois. Donc ça veut dire que là, concrètement, voilà de bons investissements. Mais il y a aussi des bons investissements, et il suffit de lire le rapport de la Cour des comptes ou ou des livres d'Agnès Molinier-Verdier pour savoir que vous connaissez sur la dépense publique, pour savoir que effectivement, on pointe facilement du doigt, et il faut le reconnaître, il y a eu des exagérations, de beaux hôtels de région, des mairies qui auraient pu être plus modestes, etc., etc. Mais là aussi, à côté de cela,
il y a des investissements, là aussi, de qualité. Puis, dernier élément, Dominique, si j'ai encore une minute, parce que sur ce sujet-là, quand on parle de l'outil de la dépense publique, il faut regarder du côté de l'Europe. Quels sont les États qui, en Europe, utilisent le levier de la dépense publique? Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur la fiscalité et les compétences des collectivités à l'échelle de l'Europe. Vous savez que la France est classée 18e pays de l'Union comme étant théoriquement le plus décentralisé. C'est-à-dire que nous sommes le dernier de la classe. Premier pays sur l'investissement public, la Belgique. Le deuxième, c'est l'Allemagne. La France arrive en 5e position après l'Italie. Et il y a la Finlande qui s'intercale. Et tout de suite après nous, à la 7e place, il y a l'Autriche. Et je m'aperçois que dans les 7 premiers, vous avez 3 États fédéraux. Alors, je ne veux pas en déduire des conclusions hâtives, mais on sait que dans ces territoires-là, je veux dire, il y a des exercices de responsabilité qui sont importantes dans les collectivités territoriales et sur le domaine de l'investissement, surtout quand on regarde les Länder, qui sont des États... Alors, on ne peut pas se comparer, bien entendu, à l'Allemagne, et les régions françaises ne peuvent pas se comparer, mais les Länder sont des forces de frappe extrêmement importantes, et en plus, ils avaient un certain nombre de banques locales, ce qui a posé d'ailleurs quelques problèmes à une certaine fois. Voilà. Donc j'ai voulu être surtout concret, mais il y aurait tellement à dire sur le sujet. Donc, et vous l'avez été, merci. En général, les collectivités territoriales sont de bons investisseurs. Merci. Alors, je passe enfin la parole à Xavier Timbaud, à qui je pose la question, quel rôle pour l'État en matière de politique conjoncturelle? Et ensuite, je demanderai à chacun très rapidement de nous dire en une phrase ou deux quelle est la priorité de politique économique qui concerne l'État pour les 5 années qui viennent. Et puis on prendra vos questions. Il restera 20 minutes pour toutes vos questions que j'imagine nombreuses. Xavier. Merci Dominique. Je vais répondre à votre question. Mais je vais quand même aussi reprendre un petit peu des choses qui ont été dites parce qu'il y a des points importants qui me paraissent nécessaires de souligner. Alors, le premier, c'est quand on parle de la dépense publique, la dépense de l'État, je pense que c'était clair dans plusieurs interventions, il faut bien préciser, enfin, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle l'État, c'est quelque chose qui est un objet juridiquement complexe. L'État, c'est pas un ministre. Les ministres, parfois, pensent qu'ils sont l'État, mais dans une démocratie, non. Les ministres ne sont pas l'État. Les décisions des ministres doivent être rapportées devant un Parlement. C'est le Parlement qui est souverain, mais même le Parlement, il respecte une constitution. Et puis, il n'y a pas que le central, il y a aussi, on l'a entendu, les collectivités territoriales, mais des agences aussi de l'État qui peuvent avoir des missions particulières. Et je pense que quand on pose par exemple la question de savoir est-ce que l'État est un bon actionnaire, il ne faut pas répondre à la question est-ce que Monsieur le ministre est un bon actionnaire? Parce que oui, Monsieur le ministre, quand il pense qu'il est un actionnaire, peut avoir une forme d'appropriation de la décision. Mais après tout, est-ce que l'État peut être un bon actionnaire? Je pense qu'on a plein d'exemples où l'État est un bon actionnaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Marc, et puis je vais donc vous parler de la question de la politique conjoncturelle. C'est fondamentalement pourquoi l'État prend une place dans l'économie, dans une économie de marché, puisque c'est ce dont on parle, une économie de marché. Fondamentalement parce qu'on est confronté à ce que les économistes appellent un échec de marché. Un moment où, pour une raison, et il y a plein de raisons possibles, le marché ne fonctionne pas. Pourquoi il faut subventionner la SNCF? Parce qu'il y a un échec de marché. C'est quoi cet échec de marché? C'est l'externalité que crée un réseau de transport. Pourquoi la ville de Toulouse veut absolument avoir une ligne de TGV? Pas pour avoir des recettes de voyageurs. Donc c'est pas pour la valeur de marché du transport de voyageurs, c'est pas pour les taxes qu'elle va mettre sur la gare de Toulouse. C'est parce qu'en faisant ça, elle rapproche Toulouse de Paris, et que ça a une valeur économique et sociale qui justifie que la ville de Toulouse paye pour avoir une ligne de TGV. La politique conjoncturelle dans tout ça, c'est pareil. Pourquoi il faut une politique conjoncturelle? Mais parce que quand on laisse des économies de marché fonctionner toutes seules, on sait ça depuis la Grande Dépression, c'est là où la macroéconomie est née. C'est au moment de la Grande Dépression. On sait que quand on laisse une économie de marché fonctionner toute seule, elle peut déraper, mais déraper au point où elle est au bord de l'effondrement. Effondrement économique, mais aussi politique et social. Et donc l'intervention publique dans la conjoncture vise fondamentalement à introduire un garde-fou dans cet échec de marché qui est l'impossibilité des marchés à se coordonner, en particulier à se coordonner sur l'incertitude du futur, sur les anticipations du futur et sur voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un État. Mais et donc pour répondre à Jean-Marc, c'est pas en disant il faut mettre de la concurrence parce que la concurrence est plus efficace. C'est exactement le contraire. C'est quand on met de la concurrence partout, à la fin on arrive à un système qui est instable
et qui est dangereux. Et donc, précisément, si on met un État, c'est pour limiter la concurrence. Alors, vous voyez, on ne peut pas répondre en disant, mais face à l'État, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est augmenter la concurrence. Parce que là, on tourne en rond, en quelque sorte. Mais est-ce qu'un État qui est en déficit depuis 40 ans a encore une efficacité économique? Alors, est-ce qu'un État qui est en déficit depuis 40 ans a une efficacité économique? Si on fait référence à la France, qui est en déficit depuis le début des années 80, la charge d'intérêt depuis le début des années 90 est stable en point de PIB ou en décroissance. Donc, d'une certaine façon, alors c'est parfois un peu complexe à comprendre, mais d'une certaine façon, les finances publiques sont dans un état de stabilité. Cet état de stabilité correspond effectivement à un déficit récurrent. Pourquoi il correspond à un déficit récurrent? Parce que simplement, on maintient la dette en point de PIB. Alors pourquoi on a besoin d'une dette en point de PIB dans une économie constante et pourquoi on ne la ramènerait pas à zéro? Il y a des tas de raisons à ça. Une des raisons, et une des raisons fondamentales, c'est que dans une économie, on a besoin d'un actif de référence qui est sûr. Si on veut que la politique monétaire fonctionne, par exemple, il faut un actif de référence, il faut de la dette publique. Et si on faisait disparaître la dette publique, on créerait une forme d'instabilité dans l'économie qui serait fondamentale. Donc, ce qu'il faut viser quand on parle du déficit de l'État, c'est regarder quelle est la valeur nette actualisée de la dette, comment elle évolue dans le temps, en point de PIB, et se rendre compte que les États européens, alors avant la crise de 2008 et 2009 a introduit une rupture très forte dans ça, mais avant la crise, les États avaient une dette publique qui était stable. La France, de 1995 à 2008, a une dette publique qui est autour de 60% et qui n'augmente pas. Mais nous avons néanmoins un déficit public un des plus élevés de la zone euro hors Grèce et une décroissance inférieure à la zone euro depuis quelques années. Comment s'explique ce paradoxe? Ce paradoxe, il s'explique parce que probablement la causalité, elle est exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on a encore un déficit élevé, c'est parce qu'on a eu une croissance faible. On n'a pas une croissance faible parce qu'on avait un déficit élevé. En fait, il se trouve que la France a été un des pays qui a subi le moins la crise parmi les pays européens en termes d'impact sur son activité économique. Il se trouve que c'est aussi un des pays qui a le plus de mal à sortir de la crise. C'est la raison pour laquelle on a une croissance moins élevée aujourd'hui. On verra quand on fera le bilan dans 10 ans de cet épisode de crise, si le fait d'avoir été moins rapidement, profondément dans la crise et d'en sortir moins rapidement constitue un avantage ou pas. Bon, vous allez me dire, oui, mais il y a des tas de pays où on a réduit le chômage. Oui, ok, on a réduit le chômage dans des tas de pays, mais quand on réduit le chômage dans des tas de pays, la façon dont ça a été fait, c'est en augmentant la pauvreté laborieuse, le taux de pauvreté, et en fragilisant sur le marché du travail un certain nombre de gens par la précarité. Bon, les conséquences de ça à moyen terme, en termes de productivité du travail, en termes d'équilibre social, en termes de fonctionnement de la société, peuvent être redoutables et peuvent être très coûteux. Donc là aussi, il faut pas regarder les choses taux de croissance, dette publique en 2016 et dire oulala, la France fait moins bien que l'Allemagne. Regardons les choses au bout du compte, au final. Et c'est pas du tout dit que de ce point de vue-là, le diagnostic soit aussi alors sévère. vous allez commencer le tour avant de prendre les questions. Quelle est la priorité de la politique économique en 2017 en termes conjoncturels? Est-ce que c'est le soutien à la demande ou c'est une politique d'offre? En termes conjoncturels aujourd'hui, on est dans une pour la France. Pour la France. Pour la France, on est dans une situation qui, de ce point de vue-là, est mixte. C'est-à-dire, on a encore un déficit de demande. Il y a un déficit de demande en Europe et la France y participe. Ce déficit de demande, aujourd'hui, il se traduit probablement par un déficit d'investissement. On parlait de l'investissement public. L'investissement public a été réduit au cours des dernières années. Il a fait partie des leviers sur lesquels on a joué. On sait qu'on a devant nous un fossé d'investissement qui est considérable sur un certain nombre de domaines et que si jamais on ne s'engage pas dans ces domaines-là, on va accumuler du retard. Quand on compare l'Europe aux États-Unis et qui ne sont pas flamboyants de ce point de vue-là, le diagnostic est très net. Donc il y a ce déficit de demande. Il y a aussi un déficit en termes d'offres parce que la France a un déficit de compétitivité. Donc il faut à la fois soutenir la demande et avoir une politique de compétitivité. C'est-à-dire plus de dépenses d'investissement public et des allègements de charges ou quelque chose qui ressemble à une politique d'offre. Tout ce qui peut améliorer la compétitivité des entreprises, qui peut passer par le coût du travail,
mais pas uniquement par le coût du travail. Il y a aussi tous les La éléments, qualité, le recours, productivité du travail qui passe par la question des qualifications, la question de l'investissement, la question de la R&D, la question de l'innovation. Merci. Jean-Marc Daniel, priorité pour 2017. Alors, priorité pour en une ou deux phrases. Juste, on manque de demande. La réponse pour moi est non. On ne manque pas de demande dans un pays qui est en déficit extérieur et un pays qui a reçu 40 milliards d'apports du contre-choc pétrolier, qui n'a pas été capable, avec ces 40 milliards d'apports, de répondre en termes de croissance. C'est-à-dire qu'on a augmenté la demande à hauteur de 40 milliards d'euros et la réponse, c'est qu'on a 1,1% de croissance l'année dernière. La réponse, c'est que, hors contre-choc pétrolier, notre déficit extérieur continue à se creuser. Donc, on a une économie qui n'est pas en capacité de répondre à une augmentation de la demande. Et on a une priorité à mettre en place, c'est de restaurer la capacité des entreprises à investir. La priorité immédiate donc à faire, c'est de réduire la distribution de demande par le déficit budgétaire. On a un solde primaire, c'est-à-dire un solde hors charge d'intérêt qui est négatif, qui est le plus négatif de l'Union européenne, qui en pourcentage de PIB est encore plus négatif que celui de la Grèce. Et donc la première priorité en 2017, à mon avis, c'est d'équilibrer le solde primaire, c'est-à-dire de faire 20 à 25 milliards d'euros d'économies dans les finances publiques. Et si à ça, il faut refaire une politique de compétitivité, ce avec quoi je suis d'accord, eh bien, il faut encore plus faire d'économies pour pouvoir baisser les impôts des gens qui créent la croissance économique. Pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Pour qu'il y ait des employeurs, il faut que les gens qui créent des entreprises aient la certitude de gagner de l'argent en créant les entreprises. J'ai mal entendu, 20 à 25 milliards d'économies dans les dépenses publiques par an. Dès l'année prochaine, là, Ah oui, le collectif qui va être mis en place par le président de la République, qui va être élu dans 3 semaines, 1 mois, il faut qu'il prévoie 25 milliards d'économies. Et toute dernière remarque, je pense, pour en revenir à ce qui a été dit sur la gestion de la dépense et tout ça, on a parlé de caricature, il ne faut pas caricaturer mon propos. Mon propos, c'est de dire il faut passer maintenant à un état, surtout avec les nouvelles technologies qui permettent effectivement d'avoir une mise en concurrence, une capacité à réagir de tout un tas d'opérateurs privés. Donc il faut passer d'un état maître d'œuvre à un état maître d'ouvrage, c'est-à-dire un état qui définit les règles, qui définit le cadre, mais qui n'est plus l'opérateur. Et encore une fois, il y a... Sinon, d'ailleurs, tout un tas d'opérateurs sont en train d'apparaître à l'extérieur de l'État pour remplir des services que l'État prétend assurer en situation de monopole. Sur les transports publics, l'État était obligé de s'adapter au covoiturage et à Blablacar. Sur l'éducation, vous commencez à voir apparaître tout un tas d'activités d'éducation qui sont des activités d'éducation totalement privées dans des réseaux qui sont totalement hors les conventions avec l'État. Donc, il faut que l'État s'adapte à une réalité technologique dans laquelle la concurrence est de plus en plus présente. Donc, il faut un État maître d'ouvrage. Valérie Rabault. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, mais... Donc, si d'aventure je suis réélue, je ne voterai pas un collectif budgétaire qui fait 20 milliards de dépenses en moins. Je le dis très clairement. Mais en revanche, je rejoins ce qu'a dit Xavier. Il y a un chiffre très simple, c'est que l'investissement, c'est toujours l'activité de demain. Ça peut être de l'investissement public, de l'investissement privé. Mais toujours est-il qu'en 2012, il y avait 451 milliards d'euros d'investissement dans l'économie française, et qu'en 2016, il y en a 448. Donc il y en a 3 milliards en moins. Ce qui signifie qu'il y a un manque d'investissement dans notre pays. On n'est pas le seul. Hier soir, Martin Schulz a fait un discours au sein de son parti, le SPD. Et donc, il se trouve, j'ai écouté son discours et j'ai été ravie de l'entendre, qui a dit il faut que l'Allemagne redevienne elle aussi un fer de lance sur l'investissement. Ça a été son mot d'ordre. Je souhaite que ça le soit jusqu'au bout, jusqu'en septembre 2017. Mais en tout cas, c'est bien l'idée de dire que quand on est le continent européen qui a une concentration de matières grises bien formées, eh bien, il n'est pas normal qu'on ait un niveau de croissance qui ne soit pas plus élevé. Et ce niveau de croissance, il dépend aussi du carburant qu'on met dans l'économie. Et le carburant qu'on met dans l'économie, c'est l'investissement. Claudie Le Breton. L'investissement privé. J'ai parlé de tous les investissements. On peut voir comment ça se répartit entre les ménages, les collectivités, l'État, les entreprises. Là, j'ai donné un montant global. Parce que justement, on peut très bien avoir un débat de savoir si c'est le privé, le public qui doit le porter. Moi, je pense que ce sont les deux. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas répondu à votre question. Vous disiez, est-ce que les investissements long terme, ils sont rentables? Le problème, c'est que personne ne veut les faire. Il
Il n'y a que l'État qui veut les porter. Vous n'allez pas trouver un investisseur privé qui va dire je vais investir sur 50 ans. Ça n'existe pas. Donc la question que vous posiez... non, ça, c'est pas... Non, trouvez-moi un investisseur qui investit... Vous prenez Engie. Engie, ils investissent sur des centrales thermiques ou des centrales ou des barrages, je sais pas quoi, sur 100 ans. Oui, Vous ils ne sont pas pas dire que totalement... les grandes entreprises investissent sur 10 ans ou 5 ans, non. J'ai pas dit 10 ans ou 5 ans, j'ai dit 50 ans. Trouvez-moi une entreprise du CAC 40 qui investit sur 50 ans. Vous prenez oui, enfin, Total, Air France. Bon. Oui, Ah, pardon. Claudie Le Breton. Tu veux aller- Non, on n'entend pas. Moi, ce que je Allez-y, remarque, oui, priorité pour 2017. Oui, Il faut priorité vraiment qu'il pour nous reste du 2017. temps pour les questions. J'ai connu la période où on a baissé de façon drastique l'investissement. D'abord, les dotations du budget de l'État à l'endroit des collectivités territoriales dès 2008, malgré l'histoire de la TVA, et ensuite sur le gouvernement qui sont venus jusqu'à 2017. Et qu'est-ce qui s'est produit dans les collectivités? Les conséquences ont été simples. C'est que, les collectivités n'ont pas baissé leur charge de fonctionnement, pour un certain nombre de raisons, on pourrait en parler, qui sont un peu complexes, et on peut les comprendre, elles ne sont pas toutes légitimes, et qu'elles ont diminué l'investissement public. Et aujourd'hui, on le voit bien, moi, quand j'étais président de l'Assemblée des départements de France, je travaillais avec le président de la Fédération nationale des travaux publics, Patrick Berlusconi, qui est aujourd'hui le président du CESE, et avec celui de la Fédération nationale du bâtiment. On a même signé des tribunes ensemble dans des grands journaux du soir pour dire de grâce, maintenez le niveau d'investissement public des collectivités, parce que nous, c'est de l'emploi, et en plus dans des entreprises qui sont complètement territorialisées et d'une économie non délocalisable. C'est-à-dire, on ne va pas chercher des Chinois pour aller faire des routes, du bâtiment, etc. Et c'est extrêmement important. Donc, il y a un risque. Deuxième élément, je ne suis pas un expert, mais je regarde quand même quelque part les conséquences d'un certain nombre de choix. Quand on diminue l'investissement public, que l'on augmente les impôts, il n'y a pas de reprise. Et je lisais il y a pas très longtemps, je pense que quand on parle du FMI, de l'OCDE et de la BCE, ce ne sont pas des gauchistes. Donc, Et qu'ils disent, considérant qu'aujourd'hui, l'investissement public est la clé de la reprise. donc la priorité pour 2017, ça interroge. la priorité pour 2017, c'est quoi? C'est un grand emprunt, c'est une relance de l'investissement. Oui, une relance. Moi, je suis un homme de mesure. J'ai jamais été un adepte forcené de la politique de l'offre. Je pense que tout était dans l'équilibre. Je crois qu'on aurait eu une politique de la demande et de l'offre aurait été extrêmement intéressante. Parce que quand on est dans une situation de tension économique et financière, je pense qu'on peut avoir des mesures exceptionnelles. Et si la reprise est au rendez-vous, nous l'avons connue entre 1997 et 2002, et bien entendu, c'était une reprise mondiale, un contexte favorisant, on voit bien qu'on a pu restaurer une meilleure qualité des budgets publics à l'époque. Donc je crois qu'il faut faire des efforts quand on est véritablement à meilleure fortune. C'est pas quand on est en difficulté qu'il faut demander à se serrer encore plus la ceinture. David, merci. David Azema. Je ne sais pas très bien quoi répondre. J'ai envie de répondre. Bon. Sortons de la pensée magique en 2017. Et je prends l'exemple de l'investissement public. Je pense que l'investissement public n'est pas par nature bon. Et je pense que déverser des milliards pour construire des infrastructures lourdes, au motif qu'il y a faille de marché, n'est pas forcément toujours la bonne réponse, parce qu'il peut aussi y avoir faille de gouvernement. C'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir biais dans la décision publique. Répondre à une injonction de la FNTP ou de la FNB n'est pas forcément le meilleur usage de l'argent public. Et moi, je trouve qu'il y a dans notre pays un gros problème. C'est que l'investissement de demain, pour faire de notre pays un pays véritablement compétitif, est-ce qu'il doit être fait dans du béton ou est-ce qu'il doit être fait dans de l'intelligence ? Est-ce qu'il doit être fait dans de la formation professionnelle? Est-ce qu'il doit être fait dans de l'éducation? Est-ce qu'il doit être fait dans la réduction du nombre d'élèves par classe? Et malheureusement, ça, en comptabilité publique, je suis désolé pour les gens qui sont dans cette salle, ça ne rentre pas dans la catégorie de l'investissement. Ça rentre dans la catégorie de la dépense de fonctionnement. Et Valérie Arbault l'a dit tout à l'heure, c'est terrible, toutes ces boîtes noires sur le calcul du déficit normatif, etc. Ça fait partie des biais de raisonnement extrêmement lourds, à mon avis, collectifs, qui est qu'on ne met plus l'argent dans du vrai investissement. Parce que je suis désolé, construire
un nouvel équipement public qui non seulement va coûter en investissement, mais qui tous les ans ensuite va coûter 10 millions en fonctionnement pour une satisfaction publique minime, quand vous auriez pu mettre cet argent dans de la formation, dans de la recherche, dans du développement, c'est une erreur collective. Et malheureusement, je crains que nos catégories de pensée nous amènent trop souvent à ces erreurs collectives. Merci. Alors, les questions de la salle, j'imagine qu'il y a un système de micro qui est organisé. Donc, on va demander, et je m'en excuse, des questions courtes et des réponses très très courtes pour en prendre un certain nombre. Alors, monsieur, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Il y a des micros, voilà, oui. Je voudrais rebondir justement sur la dernière intervention, mais qui rejoint pas mal d'interventions. Vous avez parlé d'un véritable objectif qui est la compétitivité de la France. Est-ce que c'est pas un peu étrange que l'objectif global soit la compétitivité et pas le bien-être des habitants? Waouh. Bon, alors on va prendre 3 questions par 3 questions. Comme ça, quelqu'un a le temps de réfléchir. Oui. Bonsoir. J'ai une remarque et une question. Tout d'abord à Madame Rabault. Tout à l'heure, vous avez commencé votre exposé par le budget de l'État. Et il me semble à un moment que vous avez parlé de la sécurité sociale et toutes les dépenses sociales. Juste une remarque, ça fait partie des recettes parafiscales et donc pas le budget de l'État. Ensuite, ma question, ça concerne monsieur... ça concerne monsieur qui parlait de la privatisation. J'ai l'impression dans votre... Excusez-moi. J'ai l'impression que dans votre exposé, vous parliez... Vous avez en quelque sorte choisi des exemples qui vous arrangeaient pour illustrer votre propos. Je voulais savoir ce que vous pensez, par exemple, en Angleterre, du système d'eau, par exemple, qui a été libéralisé, aussi au transport et à l'électricité, par exemple, qui sont clairement 3 échecs. Alors, c'est Jean-Marc Daniel, qui est ici présent, oui, qui vous répondra. Je peux bien répondre sur les transports. Alors, une 3e question de l'autre côté, peut-être. Est-ce qu'il y en avait des mains qui se lèvent? Oui, premier rang. Ouvrez votre micro, si vous voulez bien. Quand Jean-Marc Daniel parle c'est Xavier Tambon, pardon, qui parle des externalités positives de l'investissement économique et Monsieur Azéma des défaillances de l'intervention publique, on peut se poser la question de quel est le bon niveau, effectivement, de l'intervention publique. Est-ce que c'est au niveau le plus local, au niveau des collectivités locales, mais à ce moment-là, est-ce qu'on a le recul nécessaire de la puissance publique qui, face aux grands enjeux écologiques mondiaux et aussi aux grands enjeux de solidarité dont on n'a pas parlé, mais qui font aussi partie, à mon avis, des grands enjeux économiques? Alors, on reprend tout ça dans l'ordre, mais alors avec des réponses vraiment courtes. Xavier Timbaud, bien-être, compétitivité. Très très court sur bien-être, compétitivité. Il faut évidemment placer le bien-être comme un objectif. Bon, alors après, le bien-être, est-ce que c'est une notion collective ou individuelle? C'est une question intéressante. La compétitivité, c'est un instrument. En fait, on ne devrait pas parler de compétitivité parce que c'est pas très clair comme concept. Le concept important derrière la compétitivité, c'est la soutenabilité d'une économie. Donc sa capacité à pouvoir continuer de fonctionner et surtout de soutenir tous les engagements, les contrats, les dettes, etc., qu'elle a contractés. Et là, c'est une question qui se pose. Et quand on parle de la soutenabilité, on finit par arriver à des concepts de compétitivité qui ne sont pas, encore une fois, des objectifs, mais qui sont des instruments pour juger d'une politique ou qui peuvent être des objectifs intermédiaires. Le bien-être est l'objectif, la compétitivité est le moyen. Question Valérie Rabault sur les taxes parafiscales et la sécurité sociale. Pas de taxes parafiscales. J'ai parlé des prélèvements obligatoires dans leur ensemble, c'est 1 200 milliards d'euros, 600 pour la sécurité sociale, 380 pour l'État et 220 pour les collectivités locales. Mais entre tous ces 3 ensembles, vous avez des transferts. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de les considérer, de les prendre dans leur globalité, et elles sont financées à la fois par des taxes, des impôts et des cotisations sociales. Donc ils n'ont pas les mêmes statuts en termes de droits, mais qui, à la fin, arrivent dans les caisses et permettent d'assurer ce financement.
Jean-Marc Daniel, les exemples qu'il arrange. Oui, alors, non, mais je prends pas des exemples qui m'arrangent. Il y a une différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai connu les chemins de fer britanniques dans les années 70. J'ai connu la vie britannique dans les années 70 avant la privatisation. C'est l'avantage. Pour vous, c'est de l'histoire. Moi, c'est des souvenirs. Et je peux vous dire que ces souvenirs sont pas glorieux. Si les gens ont voté pour Margaret Thatcher, elle n'a pas fait un coup d'État, Margaret Thatcher. Elle a été élue. Et elle a été élue par des gens qui étaient exaspérés. Ils étaient exaspérés justement parce que ça ne fonctionnait pas. Et à l'heure actuelle, ça fonctionne, contrairement à ce que vous racontez. Dans les exemples d'ailleurs que vous prenez l'eau. Je vous signale qu'en France, la distribution de l'eau est privée. Et elle est privée sur des bases, alors il y a quelques endroits où elle a été remunicipalisée, mais elle est en général privée. Ce que je veux dire par là, c'est deux choses très très vite. La première, c'est que je pense que quand vous êtes en concurrence, vous êtes obligé de faire un effort pour satisfaire aux engagements que vous avez pris. Monsieur Azéma va parler de la SNCF. Je signale que quand la SNCF gère les chemins de fer du Massachusetts, comme ils ont été mis en concurrence avec un certain nombre d'autres opérateurs, ils n'ont pas le même comportement que quand ils gèrent le réseau en France. Quand vous regardez leur attitude, la façon dont ils se comportent dans les deux cas, eh bien, c'est pas exactement la même chose. En France, ils nous remercient de notre compréhension, parce que quand ils sont en retard, dans le Massachusetts, quand ils sont en retard, ils payent une amende, et je peux vous dire qu'ils respectent les délais. Et la SNCF. La deuxième chose, c'est que je pense que de toute façon, la concurrence, pour répondre à la question qui a été posée, je pense qu'il y a un des éléments clés dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que l'introduction des nouvelles technologies, encore une fois, fait émerger une capacité de mise en concurrence extrêmement plus importante qu'elle n'était dans le passé. Encore une fois, dans les transports en commun, quand la SNCF était en monopole, elle garantissait son monopole, notamment vis-à-vis de l'aérien, en ayant été le créateur d'Air Inter et en ayant bloqué l'utilisation de l'autoroute par des autocars. Or, ce n'est pas les autocars ni Air Inter qui est en train de casser le monopole de la SNCF, c'est le covoiturage. C'est-à-dire l'émergence de gens qui, en utilisant les nouvelles technologies, contournent le monopole de la SNCF. Et donc, je pense que tout un tas d'activités qui sont à l'heure actuelle en monopole sont des activités qui vont être contournées par la concurrence. Et donc, l'enjeu de l'État, ce n'est pas de maintenir le monopole, mais c'est définir effectivement, comme vous l'avez dit, les enjeux d'une gestion dans lesquels l'État doit intervenir, c'est-à-dire les critères écologiques, les exigences que l'on doit avoir, les externalités. Mais continuer à faire gérer par des agents publics en monopole des situations qui seront contournées par du marché noir, entre guillemets, c'est à mon avis une illusion et une illusion dangereuse. Si vous voulez répondre à la question du premier rang sur les... Monsieur Azéma veut répondre sur les transports. Je voulais dire, jeune homme qui a posé la question tout à l'heure sur les transports en Grande-Bretagne, c'est un parfait contre-exemple. Les transports en Grande-Bretagne fonctionnent aujourd'hui merveilleusement mieux que les transports français. Il se trouve que je vis en Grande-Bretagne. Non, mais y compris en matière de sécurité. La France a régressé en matière de sécurité. Le meilleur pays en matière de sécurité ferroviaire aujourd'hui en Europe, c'est la Grande-Bretagne. Et pourquoi ? Et ce qui est intéressant, c'est le chemin qu'ont fait les Anglais. Les Anglais, c'est pas Margaret Thatcher qui a privatisé les chemins de fer, c'est John Major. Et John Major a fait une erreur d'analyse. Il a privatisé le réseau, qui est un monopole naturel par excellence. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que c'était la mauvaise gestion de British Rail, qui était infiniment plus moderne accessoirement en gestion que ne l'était la SNCF. Il pensait que c'était la gestion de British Rail qui avait conduit à ce mauvais état et à cette mauvaise performance. Ils avaient juste oublié que le gouvernement britannique n'a pas investi dans ces chemins de fer entre 1945 et 1990. Donc ça fait 45 ans de non-investissement dans le chemin de fer, ce qu'on est en train de vivre en ce moment en France d'ailleurs. Donc, en fait, ça n'avait rien à voir avec le statut public ou privé. Simplement, ce qu'a permis la privatisation, c'est de révéler que justement le problème n'était pas un problème de propriété, qu'il y a eu un certain nombre d'accidents qui résultaient des sous-investissements passés et qu'on ne pouvait plus dire c'est la faute à la gestion publique. On s'est juste rendu compte que c'était la faute à un sous-investissement chronique et à ce moment, les Anglais, qui sont des gens extraordinairement pragmatiques et qui, à la différence des Français, n'ont pas mis la dette ferroviaire sous le tapis, on dit, il faut qu'on dépense. Et ils ont dépensé. Vous regardez les courbes de dépenses ferroviaires du gouvernement, vous avez un pic et qui n'est jamais redescendu depuis, après Hatfield. Et ce qui fait que quand vous y mettez de l'argent massivement, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne depuis Hatfield, si mes souvenirs sont bons, c'est 2000 ou 2001, vous avez depuis un système qui est devenu extraordinairement performant. Le fait qu'il y ait une composante concurrence pour les franchises, qui sont en fait des concurrences pour des monopoles temporaires, a sans doute un peu incité à la stimulation. Dernier élément quand même que je voudrais dire, c'est que les Britanniques font payer le train aux usagers infiniment plus qu'aux contribuables. Et que ceci n'est pas non plus sans explication. À ne pas tarifer le transport, on prive les opérateurs et les réseaux de moyens. Et à ce moment-là,
arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire une moins bonne performance. Mais oubliez l'idée que les transports en Grande-Bretagne sont beaucoup moins performants qu'en France. Alors, encore trois questions, les dernières. Oh, pardon, oui. Mais 3 personnes se préparent à poser des questions. Simplement sur le bien-être qui a été évoqué par l'un des intervenants. Dans le calcul, et je veux dire la comparaison en matière de richesse des territoires, ce qu'on utilise toujours, c'est le PIB. Et je me souviens, il y a de ça quelques années, en Bretagne, nous avons lancé toute une étude que nous avons réalisée avec la région et 2 villes importantes, Brest et Rennes, pour voir si on ne pouvait pas passer à d'autres indices pour calculer la richesse des territoires. Et notamment l'indice de développement humain, le bonheur national brut, etc. Donc toute une batterie d'indices qui devraient permettre de considérer que la richesse des territoires, ce n'est pas que la richesse financière, c'est la beauté des paysages, c'est la qualité de la vie, la relation entre les êtres humains, l'effort fait par les collectivités pour l'éducation des enfants. Et je crois que c'est extrêmement important et ça change considérablement la donne quand on aborde tous ces problèmes-là. Et je donnerai d'ailleurs un exemple très précis. Il y a un travail qui a été fait au niveau des régions de France, avant qu'elles soient fusionnées, sur la question de la santé, en termes de richesse, d'un côté avec le PIB et de dépenses publiques, et de l'autre côté avec justement les indices de développement humain, etc., etc. La région la plus riche de France, c'est celle où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire l'Île-de-France. Eh bien, avec ce calcul, la première région où la santé était la meilleure, la plus efficace, c'était la région Limousin. Et la Bretagne était en 4e position. Alors que l'Île-de-France était en 12e position. Ça veut dire que, vous voyez, sur ces questions de bien-être, ça me paraît important. L'économie, c'est pas que de la finance, c'est aussi la qualité de vie de nos concitoyens. Nous sommes d'accord. D'autres questions, s'il y en a. Alors, je vois monsieur et monsieur. Oui, question brève. Je voudrais dire que j'étais entièrement d'accord avec l'intervention de monsieur David Azéma sur les effets de l'investissement public. Pour moi, ce qui est plus important, c'est la qualité d'investissement public et non pas le niveau. On a l'exemple du Japon, qui a investi à tour de bras dans le béton, sans effet sur la croissance. Alors après, il y a la notion d'investissement au niveau macro, en particulier sur la partie immatérielle. C'est là où il faut avancer. Enfin, on a quand même avancé en partie avec le dernier rebasement des comptes, où la recherche-développement, au niveau public mais au niveau privé, n'est plus une dépense de fonctionnement, mais rentre dans les investissements. Ce qui a fait relever le niveau du PIB de 40 ou 50 milliards d'euros. Merci. Merci de cette remarque. Monsieur. Oui, je voudrais revenir sur la question du passage de la maîtrise d'œuvre à la maîtrise d'ouvrage. Je pense que ce qu'il faudrait regarder de façon un peu plus précise, qu'on pourrait traduire aussi en disant la différence entre le faire et le faire faire, passer du faire au faire faire. Je pense qu'il y a une véritable question qui se pose sur le maintien de la compétence. C'est-à-dire quand on ne fait plus, est-ce qu'on est encore compétent pour faire faire? Je pense qu'en la matière, il y a un certain nombre de domaines, à l'intérieur en particulier d'un grand ministère, qui a été un grand ministère, qui a disparu aujourd'hui, qui est le ministère de l'Équipement. Est-ce que le fait de passer du faire au faire faire n'a pas été globalement pour l'ensemble de la nation une perte de compétences en matière de grandes orientations, en matière d'investissement public dans le secteur des réseaux? Oui, alors, il y en a une dernière question. Y en a-t-il une? Là. Alors, Valérie Rabault, un mot sur le faire et le faire faire. Oui, alors je voudrais vraiment vous remercier, monsieur. Je partage à 100% votre point de vue. Et je pense que ce qui manque, on n'en a pas parlé, parce qu'on a parlé quand on parle d'investissement, ce qui manque, c'est la prise de risque de la part du public. Je cite toujours un exemple mais qui me tient à cœur. Voilà. C'est que le pont d'Île de Ré a toujours le record de temps de construction, puisque c'était du béton haute performance. Je rappelle qu'il a été inventé dans les laboratoires de Cachan, l'école de Cachan, testé dans le laboratoire du groupe Bouygues, qui a eu une décision qui a été prise par le ministère dont vous parlez, qui a perdu beaucoup de ses compétences, c'est le ministère de l'Équipement qui a appuyé sur le bouton Go. Et aujourd'hui, sur la prise de risque, cette compétence-là, pour pouvoir prendre des risques, il faut savoir ce qu'on ne sait pas, il faut être capable de le mesurer. Ça, c'est pas quelque chose qui vient en claquant des doigts. C'est quelque chose qui résulte d'une forme d'intelligence, mais qui s'apprend aussi au fil du temps et des expériences. Et ce volet-là,
on aura beau mettre des milliards d'euros, si on n'a pas cette, cette boussole de prise de risque, les milliards d'euros seront beaucoup moins productifs qu'ils n'ont sans doute été. Donc oui, avoir une capacité publique de prise de risque, c'est essentiel pour que l'investissement public fonctionne. Et je partage, mais alors vraiment, mais à 100% votre réflexion. Merci, ce sont les mots de conclusion. Merci à tous les intervenants et à vous d'avoir assisté à cette table ronde.